monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, les motions de censure n'ont pas fait chuter le Premier ministre Sébastien Lecornu. Le PS et LR lui ont sauvé la mise et pourraient perdre gros. Nous reviendrons ensuite sur les inquiétudes de la Cour de cassation concernant l'effondrement du système judiciaire. Et enfin, nous évoquerons les élections à venir aux Pays-Bas. Lecornu reste encore un peu. Le Premier ministre est passé entre les gouttes des motions de censure en s'abordant la réforme des retraites d'Emmanuel Macron. Voici le résultat du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure, soit la majorité absolue des membres composant l'Assemblée, 289, pour l'adoption, 271. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. Motion rejetée, le gouvernement Lecornu en sursis. Yaël Braun-Pivet peut pour l'heure rester scotché à son perchoir. Jeudi matin, l'Assemblée nationale a rejeté 2 motions de censure contre le gouvernement de Sébastien Lecornu, déposées par la France Insoumise et le Rassemblement national avec l'Union des droites pour la République. La motion de LFI a obtenu 271 voix, manquant de 18 voix la majorité absolue de 289 nécessaires pour renverser le gouvernement. La motion du RN et de l'UDR, boudée par la gauche, a recueilli 144 voix, loin du seuil requis. La motion de LFI a rassemblé 71 députés LFI, 35 écologistes, 15 communistes et 7 socialistes, un député Lyotte et un LR, Alexandra Martin, ainsi que 2 non-inscrits, Véronique Besse et Daniel Grenon. 3 écologistes se sont abstenus. Pour la motion RN-UDR, 3 LR et les 2 non-inscrits précités ont voté pour. Le Parti socialiste, sous la houlette d'Olivier Faure, a majoritairement choisi de ne pas censurer en échange de la suspension de la réforme des retraites. De quoi donner du grain à moudre aux insoumis et à la matrone des députés mélenchonistes, Mathilde Panot. Évidemment, dans ce vote, la direction du Parti socialiste porte une responsabilité historique dans cette non-censure en laissant Emmanuel Macron poursuivre sa politique de malheur dont plus personne ne veut dans le pays. Je le dis là aussi solennellement aux militants et aux électeurs du Parti socialiste qui, depuis plusieurs jours, ont dit leur dégoût de voir la direction du Parti socialiste rompre avec le programme du nouveau Front populaire sur lequel ils ont été élus. Rompez les rangs. Ne laissez pas la direction du Parti socialiste vous entraîner dans une alliance avec la Macronie. Il existe un pôle de résistance dans ce pays, celui que nous incarnons à cette heure. Et puisque désormais, il est inéluctable qu'il y ait un affrontement électoral avec l'extrême droite, nous aurons besoin de tout le monde. Nous incarnons à la fois l'alternative au macronisme, mais aussi à l'extrême droite, autour du programme du nouveau Front populaire. Plus que jamais, une autre politique est possible. Plus que jamais, un autre monde. Partie d'une motion de censure, Mathilde Panot en vient à vouloir changer le monde. Les socialistes, eux, vont devoir jouer serré, car si la réforme des retraites n'est pas nettement suspendue, ils devront faire face à une levée de bouclier à gauche, surtout de la part des insoumis. À droite, le RN et ses alliés de l'UDR rejettent plutôt la faute sur les Républicains dont les voix ont manqué pour faire chuter un gouvernement qu'ils ne soutiennent pas officiellement mais qui a été rejoint par 6 ministres. Pour la députée UDR Hanan Mansouri, le résultat de ce vote est scandaleux. C'est scandaleux, c'est triste pour les Français qui attendent une véritable rupture, qui attendent la dissolution que l'UDR et le Rassemblement national appellent de leur vœu depuis un certain temps maintenant. On est reparti pour un tour avec un budget socialiste même, avec une augmentation de 17 milliards d'euros d'impôts supplémentaires pour les Français directement. Donc la situation est chaotique, et je crois que les Républicains portent une grande responsabilité là-dedans. On a vu que très peu se sont déplacés. Quand je dis très peu, il devait être 1 ou 2, et donc ils sont comptables aujourd'hui de la situation. La conséquence immédiate de ce vote est le maintien du gouvernement Lecornu 2, mais il pourrait avoir des répercussions à moyen terme, notamment pour les Républicains, qui devront rendre des comptes. Je crains que les Français n'arrivent plus à s'en sortir, tout simplement. Encore une fois, 17 milliards d'euros d'impôts, ça va toucher directement les classes moyennes, les classes populaires, les entrepreneurs, nos agriculteurs aussi, qui quotidiennement, moi je le vois sur ma circonscription, ont du mal à terminer les fins de mois. Ce sera de nouveau les Français qui vont devoir payer de leur poche les décisions politiques et l'État qui ne fera aucune économie. C'est déplorable. Que voulez-vous dire à vos collègues des Républicains ? Je leur demande de revenir à la raison. Je crois que malheureusement, c'est un peu trop tard. Il aurait fallu qu'ils se déplacent aujourd'hui pour voter la censure avec nous et pour permettre de repartir sur de bonnes bases, des bases qui soient cohérentes avec ce qu'attendent les Français. Et malheureusement, ils se sont dégonflés. Ils en paieront les conséquences et je leur souhaite bon courage quand ils vont retourner dans leur circonscription pour expliquer ça aux Français.
La position illisible de LR met le parti dans une situation délicate en cas de dissolution, mais aussi à quelques mois des élections municipales. Laurent Wauquiez, largement battu lors de l'élection interne du parti, semble avoir savonné la planche à Bruno Retailleau, qui ne s'est pas non plus aidé de son côté. Le ministre Lecornu a lui formalisé devant l'Assemblée le fait qu'il cède sur les retraites. Le naturel macroniste est rapidement revenu au galop avec un ton méprisant concernant le calendrier. Si on veut aller le plus vite possible avec des délais qui sont tenus et un débat de qualité et loyal, je pense qu'il faut que le gouvernement dépose un amendement au projet de loi de finances pour la sécurité sociale dès le mois de novembre. Dès le début de la discussion du PLFSS, comme chaque année depuis des décennies. Emmanuel Macron aura donc sabordé sa seule réforme d'importance en 10 ans pour se maintenir 18 mois de plus au pouvoir, à moins que le président et sa coterie ne jouent finalement un vilain tour aux socialistes. Le gouvernement, lui, navigue désormais en eau trouble à l'Assemblée, car si les parlementaires ne sont pas parvenus à le renverser pour que les socialistes et les LR conservent leur siège, l'exécutif se trouve néanmoins face à un hémicycle majoritairement hostile. La Cour de cassation s'alarme sur un effondrement du système judiciaire. Les délais toujours plus longs fragilisent un édifice déjà chancelant. Renaud de Bourleuf. Une justice en danger de mort imminente. De nombreux Français l'ont compris, mais cette fois c'est la tête de l'ordre judiciaire qui tire la sonnette d'alarme. Le procureur général près la Cour de cassation, Rémi Heitz, affirme que les tribunaux n'avancent pas, il faut 75 mois pour juger un viol. Une procédure extrêmement lente dans des juridictions surchargées. Plus de 4000 dossiers criminels sont dans les tiroirs en attendant d'être jugés. Et la tendance ne fait qu'augmenter. 3968 dossiers en 2023 contre seulement 2368 en 2019. Elisabeth Louvel, directrice de l'Observatoire des décisions de justice, explique comment l'appareil judiciaire a pu dégringoler ainsi. La criminalité a augmenté aussi dans la société, donc la violence est de plus en plus présente. Donc il n'est pas étonnant aussi que la délinquance et les crimes augmentent aussi en parallèle. Et puis il y a un paradoxe aussi avec l'institution judiciaire, c'est que dans un souci justement d'amélioration de la justice, eh bien, on va multiplier les actes, notamment les expertises, pour éviter les erreurs. Donc, il y a des expertises qui sont de plus en plus longues, mais il y a des experts également qui sont de moins en moins nombreux. Donc, forcément, le procès va ralentir, va être freiné, et dû justement à ce souci d'amélioration paradoxalement. Et puis, évidemment, on parle souvent aussi du personnel judiciaire qui est également peu nombreux pour traiter toutes ces affaires. Donc, conséquence de cette lenteur dans la procédure, des criminels se retrouvent lâchés dans la nature. En effet, les procès sont tellement longs que les délais de la détention expirent, et les criminels concernés ont bien compris l'astuce. C'est alors une stratégie pour les détenus de faire appel pour espérer une remise en liberté et bénéficier de l'effet temps ensuite. Il y a un taux record d'appel de 50%, alors que la moyenne est de 18% habituellement. Le procureur de la Cour de cassation souligne lui-même le risque de réitération d'actes graves commis par un accusé remis en liberté. C'est extrêmement grave. 30% de détenus en attente de jugement, 21 000 personnes en 2024. C'est le taux le plus élevé d'Europe. Et donc l'engorgement des juridictions qui empêche évidemment le procès d'avoir lieu. Il y a des cas extrêmement choquants. C'était un multirécidiviste marseillais qui a été condamné pour meurtre en bande organisée en 2011. Il a été placé en détention provisoire en 2020 et remis en liberté un an plus tard parce qu'on avait dépassé les délais légaux justement de détention provisoire. Un appareil judiciaire qui a failli, incapable de protéger les Français, tandis que le haut magistrat appelle à une réforme en profondeur. Elisabeth Louvel détaille quelques orientations. Il y aurait à la fois la procédure pénale qu'il faudrait réenvisager, éviter les recours à répétition sur des vices de forme, je pense notamment, qui n'ont rien à voir avec finalement l'acte en lui-même qui est grave, et éviter justement que des avocats puissent multiplier les recours et freiner les procès, tout simplement. La durée des peines aussi doit être revue. Les places de prison sont également totalement insuffisantes. Et là encore, voilà, ce ne sont pas les juges qui font les lois. À ce moment-là, tout est dans les mains, je dirais, des électeurs français. S'ils veulent vraiment une réforme de la justice, et qu'elle soit plus dure, plus sévère, eh bien, il faut voter en conséquence pour des décideurs qui appliqueront ces réformes. Les Français sont ainsi confrontés à des choix qui concernent leur sécurité, mais aussi parfois leur vie. Il n'y a pas qu'en France que la situation politique est instable. Les élections législatives anticipées auront lieu dans un peu moins de 2 semaines aux Pays-Bas. Le populiste Geert Wilders est en tête des sondages. Ses chances de constituer un gouvernement restent cependant faibles. Nicolas de Lamberterie.
Moins de 2 ans après les dernières législatives, les Néerlandais sont invités à retourner aux urnes pour renouveler leur parlement. En effet, moins d'1 an après son entrée en fonction, le gouvernement technique de Dick Schoof se retrouvait mis en position de minorité suite au retrait du PVV de Geert Wilders. Pour rappel, malgré la victoire du PVV lors des dernières législatives de 2023, les autres partis avaient refusé que Wilders devienne Premier ministre et après 8 mois de négociations et de tergiversations, un accord avait été trouvé entre 4 partis qui avaient désigné une série de techniciens au gouvernement et mis à la tête du gouvernement l'ancien responsable des renseignements intérieurs, Dick Schoof. Mais moins d'1 an après l'entrée en fonction du gouvernement Schoof, Wilders a décidé de claquer la porte de la coalition en raison de l'absence complète de résultats sur son programme, notamment sur les questions migratoires. Le duel au sommet des élections législatives de fin octobre opposera assurément donc le populiste Geert Wilders, connu et reconnu pour sa chevelure décolorée et ses propos outranciers au sujet de l'islam, au leader travailliste Frans Timmermans, qui dirige la coalition des travaillistes et des écologistes. Mais comme toujours aux Pays-Bas, rien ne garantit que la victoire de l'un ou l'autre des favoris entraînera une constitution de gouvernement par le vainqueur. En effet, le mode de scrutin néerlandais a le mérite d'être très démocratique, puisqu'il n'y a aucun seuil minimal pour entrer au Parlement, ce qui fait qu'avec moins de 1% des suffrages, on obtient un député. C'est ainsi qu'il y a une quinzaine de partis représentés à la Chambre basse néerlandaise, qui compte 150 députés. L'inconvénient de ce mode de scrutin est que cela aboutit à un Parlement très éclaté et oblige à mettre sur pied des coalitions hétéroclites. Et au final, peu de choses peuvent être changées aux Pays-Bas, puisque ce sont toujours les mêmes qui tiennent les manettes. Les populistes de droite qualifient cette méthode de gouvernance de cartel, ce qui s'était encore illustré lorsqu'en 2023-2024, ils ont empêché Wilders, pourtant vainqueur des élections, de devenir Premier ministre. Cette situation et la frustration qui en découle engendrent depuis près d'un quart de siècle une relative instabilité politique aux Pays-Bas et l'émergence successive de comètes électorales sans lendemain. Au début du siècle, on a vu débouler Pim Fortuyn, avant qu'il ne soit assassiné. En 2019, le Forum pour la démocratie de Thierry Baudet a remporté de quasiment nulle part les élections sénatoriales, avant d'être totalement évincé des médias et traité en paria en raison de ses positions contre le Covid. En mars 2023, c'est le parti des agriculteurs BBB qui sortait en tête des sénatoriales, avant de rechuter lourdement 6 mois plus tard lors des législatives de novembre 2023. Et en novembre 2023, on assistait non seulement à une victoire très importante de Geert Wilders, qui était totalement imprévue dans ses proportions, mais aussi à l'émergence d'un nouveau parti, le NSC, qui sortait de nulle part avec 13% et entrait au gouvernement. Et 2 ans plus tard, ce parti NSC a déjà totalement disparu de la scène politique. Désormais, le facteur X de l'élection de cette année pourrait être le score du parti patriotique JA21, une formation qui jusqu'à présent n'avait recueilli que de très modestes résultats et n'a actuellement qu'un seul député à la Chambre basse. En effet, JA21 est donné à 13 députés dans les sondages et effectue une sorte de revival de la mouvance de Pim Fortuyn du début du siècle, avec même le frère du défunt Pim Fortuyn candidat sur la liste. Le concours de JA21 pourrait s'avérer décisif dans la constitution d'une coalition. Quant au Forum pour la démocratie de Baudet, il se maintient en vie et est donné à 5 sièges. Ce parti, qui s'est muté en véritable mouvement et revendique plus de 60 000 adhérents, soit le premier parti néerlandais en nombre de membres, poursuit une route originale à mi-chemin entre partis politiques, à la communication assez décalée, et mouvements constituant une quasi-société parallèle. Mais il subit un cordon sanitaire et médiatique implacable, qui devrait lui barrer la route à toute participation gouvernementale. En clair, sauf grande surprise, peu importe ce que voteront les Néerlandais le mercredi 29 octobre prochain, il est fort probable qu'en dépit des apparentes instabilités, les cartels bien établis à Amsterdam et à Bruxelles continuent d'y faire le beau temps et surtout, mer du Nord oblige, la pluie et la grisaille. L'actualité en bref en France. Des élus menacés, puis jetés en pâture par la presse. Mercredi à Toulon, une enquête a été ouverte après la plainte du député RN du Var, Laure Lavalette. Le journal local Var Matin a dévoilé dans un article du 3 octobre la commune où elle résidait.
Il s'agissait de souligner qu'elle n'habite pas Toulon alors qu'elle est pressentie pour une candidature aux élections municipales. Or, Laure Lavalette aurait décidé de quitter l'aire urbaine de Toulon pour déménager dans un village avec sa famille, après de nombreuses menaces de mort et même des intrusions dans l'impasse où elle résidait. Laure Lavalette a accusé le journal de, je cite, « coller une cible sur la tête de ses enfants ». Elle a porté plainte pour diffusion d'informations relatives à la vie privée, permettant de la localiser aux fins de l'exposer ainsi que sa famille à un risque direct. Le 20h de France 2 ébranlé. À France Télévisions, une double erreur dans les JT de 13h et 20h de France 2, où Julien Bugier et Léa Salamé ont affirmé à tort que le professeur Dominique Bernard, tué en 2023, l'avait été pour avoir montré des caricatures de Charlie Hebdo, a provoqué une crise interne. Les syndicats CGT et SNJ dénoncent une faute impardonnable et des dysfonctionnements éditoriaux graves, pointant un système à bout de souffle, marqué par l'élitisme et un manque de diversité dans les sujets. La CGT a fustigé un navire amiral du 20h qui coule, critiquant l'absence de rectification en direct malgré l'alerte en régie. Le SNJ exige des explications de la direction qui promet une analyse approfondie et un renforcement des contrôles éditoriaux. La consommation de tabac en diminution en France. En 2024, le tabagisme recule nettement, avec 24% des 18-75 ans déclarant fumer, dont 18% quotidiennement, contre 32% en 2021 selon le baromètre de Santé publique France. Ce retour au niveau pré-Covid de 2019 marque une baisse après une hausse liée à la crise sanitaire. Les marqueurs sociaux sont importants dans cette étude avec 25,1% des ouvriers qui fument quotidiennement contre 11,8% des cadres et 30% des personnes en difficulté financière. Le tabac causerait 75 000 décès évitables par an et est toujours plus élevé en France que dans le reste de l'Europe. Après les cabines téléphoniques, les horodateurs vont-ils aussi disparaître ? À Paris, le nombre d'horodateurs a chuté de 12 000 à 3 700 en 15 ans, notamment dans le centre, où 28% ont été supprimés en 6 ans. La piétonisation et la réduction des places de stationnement, couplées à l'essor des applications de paiement, laissent craindre une disparition à l'image des cabines téléphoniques. Pour l'heure, la loi française interdit de supprimer totalement les horodateurs exigeant un paiement physique pour le stationnement public. Leur nombre croît ailleurs avec de nouvelles zones payantes à Lille ou à Strasbourg. Une abrogation législative, comme pour les cabines téléphoniques, pourrait toutefois sceller leur sort et accroître un peu plus la fracture numérique entre les personnes connectées et les autres. L'actualité internationale en bref. À Gaza, des corps d'otages sont rendus. Mercredi, les brigades Ezzedine al-Qassam, branche armée du Hamas, ont déclaré avoir remis tous les corps qu'ils pouvaient récupérer. Il reste des dépouilles qui nécessitent un équipement spécial pour les récupérer. Le Hamas a libéré dans les temps les 20 otages vivants. Désormais, l'ONU somme Israël d'ouvrir immédiatement les accès à la bande de Gaza pour permettre l'acheminement de l'aide humanitaire. Ce jeudi, Tel Aviv a annoncé que la date d'ouverture du passage de Rafah entre la bande de Gaza et l'Égypte serait annoncée ultérieurement sans donner plus de précision. Une ambiance tendue alors que le procès pour corruption du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a repris le 15 octobre après un mois d'interruption. Accusé d'avoir favorisé l'homme d'affaires Armon Milchan en échange de cadeaux luxueux, Netanyahou nie toute malversation. Ses avocats ont tenté en vain de reporter l'audience tandis que des manifestants dénonçaient dehors une atteinte à la démocratie. 2 jours plus tôt, Donald Trump, en visite en Israël, a publiquement appelé le président Isaac Herzog à gracier Netanyahou, qualifiant le procès de chasse aux sorcières. Ce dernier, sous pression, envisage donc une grâce, bien que cela nécessite des circonstances exceptionnelles. Dans la salle, Netanyahou, invoquant une bronchite, a obtenu la levée de l'audience après une quinte de toux. Ce procès fleuve, entamé en 2020, continue de diviser profondément la société israélienne. Une rencontre qui était encore complètement inimaginable il y a un an. Le président syrien par intérim, l'islamiste Ahmad al-Shara, passé par Al-Qaïda et l'État islamique, a rencontré Vladimir Poutine mercredi à Moscou. Une première depuis le coup d'État contre Bachar el-Assad en décembre 2024. Al-Shara dit vouloir redéfinir les relations Damas-Moscou pour garantir la souveraineté et la stabilité de la Syrie, tout en soulignant les liens historiques et les intérêts communs, comme l'approvisionnement alimentaire et l'expertise russe
russes pour les centrales électriques. Vladimir Poutine a lui salué les liens profonds avec le peuple syrien. Damas souhaiterait toujours l'extradition de l'ancien président Bachar el-Assad, réfugié à Moscou, mais le ministre russe des Affaires étrangères a une nouvelle fois balayé cette hypothèse en affirmant que l'ancien chef d'État était en Russie pour des raisons humanitaires et que Moscou ne voulait pas que cet ancien allié subisse le sort de Mouammar Kadhafi. Par ailleurs, Moscou ne peut pas se permettre d'abandonner l'ancien président syrien, sinon a envoyé un signal très négatif à ses alliés, notamment en Afrique de l'Ouest. Entre pragmatisme et cynisme se joue en toile de fond de cette rencontre russo-syrienne la question des bases russes de Tartus et de Yémen, ainsi que le réarmement syrien. Pokémon se refait une jeunesse. À partir de ce jeudi, un nouveau jeu vidéo Légende Pokémon ZA est en ligne. Cette nouvelle version permet désormais aux joueurs de participer à des combats de créatures en temps réel au sein d'une immense ville grandement inspirée de Paris. En effet, certains bâtiments rappellent la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe ou encore la Tour Montparnasse. Le jeu vidéo japonais était critiqué depuis quelques années pour son manque d'innovation. Ce soir, immédiat, c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain.